Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Un rapport parlementaire qui divise sur le quotient familial. En fait, ce rapport probablement ne sera pas publié comme prévu aujourd'hui à la Commission des affaires sociales de l'Assemblée puisque les deux co-rédacteurs ne sont pas d'accord. L'un voulait fusionner le quotient familial avec les allocations familiales et l'autre plaidait pour un retour à une totale universalité de la politique familiale. Bref, des accords complets, des accords à la fois techniques mais aussi surtout des accords de fond. Bref, le rapport ne verra pas le jour mais le sujet mérite quand même qu'on en dise un mot. C'est aujourd'hui que Bruxelles va donner le signal de sa volonté opérationnelle de taxer les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Il y a eu des mois de discussion. Comment fait-on pour réconcilier la substance du business et la fiscalité ? Voilà, on nous sort une taxe à 3% sur le chiffre d'affaires des entreprises du numérique. Aucune solution meilleure n'a été trouvée, même si celle-là nous est présentée que transitoirement. D'après Pierre Moscovici, c'est vraiment la crise de Facebook. Facebook a à nouveau perdu 2,5% après avoir perdu 7% la veille à la bourse aux États-Unis. Et donc Facebook aurait sciemment laissé une entreprise utiliser les données de 50 millions d'utilisateurs américains sans leur consentement pour mieux les comprendre, mieux les analyser et mieux les inciter à voter pour Donald Trump. Est-ce que c'est l'un des premiers accidents industriels majeurs pour le modèle économique du web ? On posera la question. En tout cas, la bataille des données est engagée. Les pays du Nord continuent à dire non à Emmanuel Macron. À nouveau, le chef du gouvernement néerlandais ne veut rien entendre. Chaque pays est d'abord responsable pour lui-même. Ne comptez pas sur une Europe monétaire due à la convergence et des transferts. Et puis Danone a émis les premiers social bonds, ses premiers social bonds, c'est-à-dire de la dette placée sur les marchés avec un objectif social derrière, qu'il soit interne à l'entreprise ou externe. Éric Chanet, bonjour. Bonjour Nicolas. Conseiller économique de l'Institut Montaigne. Gaspard Koenig, bonjour. Bonjour. Fondateur du think tank Génération Libre et auteur de Voyage d'un philosophe au pays des libertés, édition de l'Observatoire. Ce qui est bien. Alors, je l'ai reçu il y a quelques jours, je l'ai pas encore lu. Quand on voit les têtes de chapitre, on sait un peu où on met les pieds. Libéralisation des drogues, revenu universel, des prisons ouvertes. Voilà, le libre-échange. Au moment où justement on a plein de pressions anti-libre-échangistes qui se coagulent un petit peu partout. Et avec nous Sylvain Aurébi, bonjour. Bonjour Nicolas. Président d'Orientis, les Tekousmi, les infusions bio, l'œuvre organique, et chef d'entreprise, vous le savez, très impliqué dans les travaux préparatoires de la fameuse loi Pacte dont on attend la publication en Conseil des ministres. Ce sera à la mi-avril. Gaspard Koenig, faut-il fusionner le quotient familial et les allocations familiales? C'était l'idée défendue par un député de La République En Marche qui ne sera pas défendue puisque le rapport ne sera pas publié parce que les rédacteurs sont totalement en désaccord. Et moi je trouve ça formidable que le sujet du quotient familial et surtout le sujet de l'abolition du quotient familial au fond soit enfin évoqué, parce que le quotient familial c'est pas seulement une mesure fiscale, c'est surtout une mesure d'ordre public qui considère depuis 2 siècles que la famille et le foyer familial est sujet à l'impôt en tant que tel. Et donc ça veut dire que l'État finalement rentre dans les décisions de vie des individus, dans les décisions de famille. Est-ce que je me marie ou pas, est-ce que je divorce ou pas, est-ce que je reste au foyer ou pas. Pour une femme, par exemple, qui peut être soumise aux pressions de son mari pour ne pas travailler, puisque finalement, si elle travaille, eh bien, c'est l'impôt total du ménage qui augmente. Eh bien, tout ça ne regarde pas l'État. Et l'impôt devrait être individualisé, comme dans la plupart des pays du monde. Chacun devrait payer son impôt. Et ensuite, les choix familiaux avec qui je vis, est-ce que je suis marié, est-ce que je suis en Pacs, est-ce que je suis à 2, est-ce que je suis à 3, est-ce que je suis à 4, ne devraient pas regarder les impôts. Enfin, on peut quand même pas nier qu'une famille qui a des enfants n'a pas la même disposition de revenus qu'une famille qui n'en a pas, et que ça a été l'objectif. C'est pas un cadeau fiscal, le quotient familial. Non mais d'accord, mais après vous pouvez avoir si le but c'est que chacun puisse élever ses enfants dignement, vous pouvez avoir des allocations familiales par enfant. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas les forfaitiser? Nous, c'est ce qu'on avait proposé. Vous avez un forfait par enfant, un enfant aujourd'hui. C'était un forfait. C'était forfaitisé en fait. C'était universel. Oui. Aujourd'hui, c'est divisé. Enfin, bien sûr, mais très largement à partir réduit. du moment où vous enlevez le quotient familial, vous avez d'autant plus de latitude politique pour dire maintenant on forfaitise pour les enfants. Un enfant c'est 250 €, voilà. 2 enfants 500, 3 enfants 750, et on simplifie le dispositif. Sans condition de ressources. Qui aujourd'hui est extrêmement complexe en conditions de ressources. Mais c'est un peu, pour moi, c'est la première pierre vers un revenu universel, parce que d'abord vous en avez besoin vous avez besoin d'individualiser l'impôt pour faire un impôt négatif, et ensuite vous commencez en fait avec les enfants et vous dites on va arrêter avec cette logique qui consiste à encourager la famille en tant que telle à avoir des enfants, mais on va se préoccuper à l'inverse que les enfants
et de quoi être éduqué dignement. Et les deux logiques, en fait, ne sont pas tout à fait les mêmes. Je comprends très bien ce que vous me dites, mais vous êtes plus sur la logique d'une politique nataliste. Ça Non, devient une forme de politique de redistribution, finalement. Pas du tout, parce que la politique nataliste, il y a eu 1000 papiers qui montraient que les allocations ne changeaient absolument rien à la natalité, que ça dépend d'autres facteurs, culturels, économiques, etc. Heureusement d'ailleurs que les gens ne prennent pas leur décision d'avoir des enfants en fonction des allocations, ce serait quand même un peu triste. Et donc on est toujours... Et puis enfin, je pense pas que une des missions de l'État soit de mener une politique nataliste, qu'on laisse les gens libres de faire leur choix. S'ils font le choix d'avoir des enfants, qu'on les aide, mais ça sert à rien de les inciter. Et donc c'est pas l'idée de mettre ça sous condition de ressources, mais c'est quand même l'idée finalement d'en faire un outil de redistribution. Du moins, d'une certaine manière. Si en plus vous y mettez très vite derrière la notion de revenu de base. En tout cas, un outil de lutte contre la pauvreté, oui. Intéressant, la façon de le voir. Et effectivement, partir de l'individualisation, c'est vraiment dans tous les pays où on individualise l'impôt. Nous, on familiarise. Il en reste plus beaucoup. Et en plus, ça pose plein de problèmes maintenant dans les cas de familles recomposées. Ça contraint les gens à rester dans un modèle familial extrêmement classique qui n'est plus le cas pour beaucoup d'entre eux. Ça bloque des évolutions sociétales et ça fait intervenir la politique fiscale là où elle n'a rien à faire, c'est dans les choix de vie, dans les choix familiaux, dans les choix sexuels de chacun. Je ne pense pas que les rédacteurs du rapport se soient posés toutes les questions que vous citez. Visiblement, celui de droite reproche à celui de la République en marche de vouloir en fait aller vers quelque chose davantage sous condition de ressources en faisant cette fusion. C'est la même logique, soit dit en passant, que pour la réserve héréditaire qu'on peut évoquer dans l'affaire Johnny. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'État qui vous explique ce que vous devez faire de votre patrimoine pour préserver la famille. Parce qu'en fait, le socle de la société reste la famille posée dans le code civil napoléonien et non pas l'individu. Et donc si vous associez la refonte de la réserve héréditaire et l'individualisation de l'impôt, vous changez effectivement ce modèle pour arriver à quelque chose de beaucoup plus libre. Et là, le prélèvement à la source serait beaucoup plus facile à mettre en place. Ça vous inspire quoi, là, les réflexions de Gaspard Koenig, qui vont bien plus loin, effectivement, que le débat très politique qui est posé aujourd'hui, Sylvain Aurébi? C'est un débat philosophique, parce que ça sera effectivement jamais appliqué. En fait, c'est ça le truc. On va sans doute rien changer. Donc on parle, oui, absolument. Donc on en parle, ça fait plaisir d'en parler, c'est intéressant. Moi, je n'ai pas beaucoup d'idées sur le sujet. Je considère que c'est quand même deux choses différentes. La politique familiale d'un côté et la politique fiscale de l'autre. Ça ne devrait pas être lié. C'est-à-dire qu'on veut vous inciter à faire des enfants si tant est que le fait d'avoir des allocations familiales vous pousse à avoir des enfants. Enfin, la cellule familiale, elle devrait être traitée d'un côté, et de l'autre côté, on taxe ou on redistribue selon la politique fiscale voulue par le gouvernement. Je ne vois pas en quoi on devrait lier les deux et on devrait mettre sous condition de ressources des allocations familiales qui n'ont pas pour but de taxer les gens ou de leur fournir un revenu contre des impôts qu'ils ont payés. Donc pour moi, c'est deux choses complètement séparées et ça devrait rester deux choses séparées. Bon, alors écoutez, je vous invite à me dire deux mots parce que j'ai pas envie qu'on y passe beaucoup de temps, on va en parler beaucoup demain. Éric Chanet, est-ce que vous avez le sentiment que Macron en fait trop? Est-ce que vous êtes ému par le rythme des réformes? Est-ce que vous trouvez que ça va trop vite, que c'est pas assez expliqué, que la pédagogie n'est pas là, que du coup les retraités s'énervent parce qu'ils n'ont pas encore vu les éléments pouvoir d'achat qui arrivent à la fin de l'année et que demain, la 22 mars, ça peut être effectivement le petit réveil social comme le disait un de mes invités, quand la mayonnaise prend, c'est quelquefois imprévisible, mais après, elle est prise. Hein. Oui, enfin ça, on le dit quasiment depuis le lendemain de l'élection de Macron. À chaque rentrée, on vous dit que ça va être chaud et c'est pas forcément le cas. Exactement. Moi, je ne dirais pas qu'il en fait trop. Macron applique son programme qui était un programme de modestes réformes, mais pour lesquelles il faut avancer. Et l'originalité quand même de ce gouvernement et de son président, c'est la méthode. C'est-à-dire qu'on avance des idées, c'était dans le programme. Quand on creuse, on s'aperçoit que toutes les réformes sont très modestes, y compris celle de la SNCF dont on parle maintenant, y compris ce basculement CSG et cotisation. Mais l'intérêt, c'est qu'ils avancent et qu'on fait tomber les tabous. Alors, il y a un tabou, c'est pas modeste de faire tomber des tabous. Non, c'est pas modeste du tout d'un point de vue politique. Ça va mettre 25 ans à produire un effet vertueux en termes d'équilibre financier, mais c'est pas modeste. Ce n'est pas modeste. Décider qu'on vire les partenaires sociaux de la formation, c'est pas modeste. Je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas modeste sur le plan de la méthode politique. Et donc, ce qui a échoué, y compris de la part de ceux qui voulaient vraiment réformer le pays, dans le passé, je pense à Nicolas Sarkozy, à François Fillon, qui a quand même fait une réforme des retraites, la méthode Macron marche. Alors moi, je ne trouve pas qu'il en fasse trop, et je l'inciterais plutôt à en faire plus. C'est-à-dire, par exemple, sur l'objectif de réduction des dépenses publiques, on va très lentement, il faudra attendre la fin du quinquennat pour voir si on y est. Eh bien, si on peut produire un conseil, c'est ne surtout pas lâcher l'objectif et essayer de le mettre en marche
dès aujourd'hui. Bon, il y a cette journée demain, tout le monde s'y met, y compris les aiguilleurs du ciel, même la RATP, et puis il y aura Air France derrière qui va s'y mettre, avant cette grève absolument incroyable, inédite, dont on ne sait pas d'ailleurs si elle va être opérationnellement efficace. Comment vous regardez là la séquence qui s'ouvre demain, Gaspard Koenig, par rapport au rythme des réformes, si on met effectivement tous les textes, ceux à venir, la fameuse loi Pacte que connaît par cœur Sylvain Aurévy, sur un an, là on a 12-13 textes. Moi, d'abord, je suis pas d'accord avec l'ensemble de ces réformes, donc c'est pas parce que c'est des réformes qu'elles sont positives. Et je regrette un peu qu'on fasse des réformes qui finalement touchent toujours les plus petits ou ceux qui ont le moins de moyens de se défendre. C'est très bien qu'on réforme le statut des cheminots, mais du coup, pour que c'est une légitimité, il faudrait réformer en même temps le statut des hauts fonctionnaires. Vous avez aujourd'hui, vous êtes conseiller d'État ou inspecteur des finances. Vous pouvez prendre 10 ans pour essayer de lancer votre petite start-up dans le privé et puis revenir grassement payé dans votre corps d'origine en ayant accumulé vos points retraite. Et ça, c'est quand même l'assurance chômage en or. C'est une des probablement des plus grandes injustices. C'est statutaire. Ce sont des privilèges de droit. Et donc, c'est très bien de toucher au statut des cheminots. Je pense qu'il n'est pas légitime. Mais ça sera d'autant plus possible de le faire politiquement qu'on l'appliquera également aux couches supérieures. Et où est passée sur un autre plan la lutte contre les rentes qu'on nous avait tant promise il y a 1 an et demi? Où est passée la lutte contre les professions réglementées, la suite des réformes Attali, du rapport de l'inspection des finances? Loi Pacte, Gaspard Koenig, il y a plein de choses. Il y a ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas encore. Je suis très opposé à la loi Pacte, je suis désolé pour mon voisin, mais enfin ça on pourrait en reparler. Mais pourquoi on peut pas être opposé à la loi Pacte? On ne sait pas encore ce qu'il y a dedans. Elle veut simplifier, inciter au numérique, inciter à l'exportation, faciliter les transmissions. Je parle de la modification de l'objet de l'entreprise. L'objet social. On en dira un mot avec les social bonds de Danone, par exemple. Mais en tout cas, je pense que voilà, pour que ces réformes finalement soient comprises, il faudrait qu'elles soient transversales, qu'elles concernent l'ensemble de la société, que les gens comprennent que tout le monde perd ses privilèges, pas seulement les cheminots, mais aussi les hauts fonctionnaires qui font ces réformes en étant eux-mêmes dans les chaussons les plus dorés de la République. Il y a la réforme institutionnelle là, qui va quand même essayer d'aller taper quelques institutions bien installées, qui sont notamment le Sénat et notamment les positions d'élus, où on a plus d'élus en France que les États-Unis, avec une population évidemment bien inférieure. C'est toujours facile de critiquer, évidemment, quand on est dans notre position. C'est vrai, beaucoup facile de commenter. Plus difficile de faire ces réformes. Enfin, prenez le Conseil économique et social. La solution évidente, c'est de le supprimer, puisqu'il fait d'ailleurs. Moi, je dirige un think tank. Le Conseil économique et social nous fait de la concurrence déloyale. Ils ont 50 millions d'euros pour produire des rapports. Nous, on lève 400 000 euros bien petitement tous les ans, et ils ont cette rente intellectuelle absolument incroyable. C'est pas à l'État de produire la pensée qui émane de la société civile. Bon, là, vous me faites le verre vraiment à moitié vide, Gaspard Koenig. Quand on fait la liste de tout ce qui s'est passé depuis le début du quinquennat, il fallait quand même oser abolir en partie l'ISF, il fallait oser faire le prélèvement forfaitaire unique à 30%. C'est quand même, c'est pas modeste. Enfin, on est quand même, oui, ça pourrait aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et bien sûr, mais comme on ne représente pas le gouvernement, on est là pour dire dans l'idéal, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et c'est bien qu'il y ait des gens qui maintiennent cette ligne. Et on a repoussé à 2019 les retraites, et il y a quand même l'idée qu'on va supprimer tous les régimes spéciaux. Si on y arrive, ce sera quand même un truc... touche pas non plus au principe de la retraite par répartition, par exemple. On va y toucher discretos, sans trop le dire. On va créer des nouveaux produits départ. Comme le disait mon voisin, le problème c'est que, et ça je le vois aussi politiquement, la République En Marche ne se dote pas d'une doctrine. Les Insoumis se dotent d'une vraie doctrine et des moyens de diffuser cette doctrine. C'est super simple dans l'opposition d'avoir une doctrine. Oui, mais quand même. Voilà. Là, vous voyez très bien que la logique du parti sous Castaner, c'est de faire une sorte de super assos. Société civile, on va régler les problèmes des chevaux de Camargue, du Mont-Saint-Michel, etc. Il y a des kits citoyens pour s'emparer des problèmes de société, et qu'on refuse de toucher aux questions idéologiques. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'intellectuel de la République En Marche, il n'y a pas de corpus, il n'y a pas de texte. Bon. Et je pense que ça, à moyen terme, c'est extrêmement dommageable, parce que du coup, ça repose sur les intuitions du grand seigneur, et les gens ont du mal à se retrouver dans un cadre. Oui, mais en attendant... Alors, du coup, il n'y a pas de militantisme non plus. Non, mais bien sûr. Alors, allez-y sur la modestie de ce qui a été fait. Je suis absolument aligné sur ce que dit Gaspard Koenig, mais c'est parce qu'il n'y a pas de doctrine à la République En Marche que les choses avancent. Parce que tous les doctrinaires, on a bien vu que pendant des dizaines et des dizaines d'années, les doctrinaires ont empêché de faire des choses. Et la chance de Macron, c'est de ne pas avoir des philosophes derrière lui à la République En Marche, c'est rien de le dire, mais ce sont des gens qui permettent ces mouvements aujourd'hui. Qui sont pas des petits mouvements, qui sont pas des mouvements modestes. Non, mais regardez ce qui a été fait depuis un peu moins d'1 an. C'est quand même remarquable. Ça fait longtemps qu'on n'a pas avancé autant. C'est beaucoup de petites choses qui vont, je pense, appeler d'autres petites choses par la suite. Mais ce mouvement, il n'est pas appelé à s'arrêter. Et je pense qu'on va continuer. Alors effectivement, le statut des hauts fonctionnaires, on pourrait le réformer. On ne peut pas tout faire en même temps. On commence par la SNCF.
effectivement, il aurait peut-être fallu commencer par les hauts fonctionnaires. Ça n'aurait pas pour autant calmé la CGT et Sud, si vous voulez mon avis. Donc on va s'attaquer à chaque statut. Est-ce qu'on va s'attaquer aux professions réglementées? Macron s'y était attaqué dans la loi qui porte son nom. Est-ce qu'il va pouvoir continuer? Il faudrait. On dit que dans Pacte, il y aura des trucs, mais alors... sur les professions réglementées, je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de choses dans Pacte. Bon. Mais step by step, comme disent les anglo-saxons, je trouve qu'on avance quand même très bien, sans idéologie forte, certes. Oui. L'idéologie viendra peut-être par la suite, mais je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle, l'idéologie. Bon, je sais pas, Éric Chenet, c'est intéressant cette idée de se dire que pour une fois qu'il n'y a pas de doctrine, qu'il n'y a pas d'idéologie, qu'il n'y a pas de passion finalement, et que c'est un peu pragmatique, ben, ça permet de faire des choses trop lentement, certaines trop modestement, mais des choses quand même que l'on n'avait jamais engagées. Alors en tant que commentateur, on est toujours impatient. Et évidemment, vous allez me dire, l'angle mort, c'est la réforme de l'État. Non, mais je pense que Gaspard Koenig a complètement raison. Il n'y a pas de ligne directrice claire. On peut dire que la ligne directrice, c'est un certain libéralisme économique qui est assumé et qui est toujours affublé du « en même temps ». Donc c'est une espèce de dialectique qui est la forme moderne, si je puis dire, macronienne du pragmatisme. Mais je suis aussi d'accord avec ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on souffre de l'excès d'idéologie du passé, qui a été extrême dans les années 50, dans les années 60 et dans les années 70. Mais les sociétés ont une longue mémoire, et je trouve que finalement une des qualités, peut-être pour une période transitoire, d'Emmanuel Macron est d'avoir mis de côté cet idéologisme. Une idéologie, c'est bon. L'idéologisme, ce n'est pas bon, quand ça aboutit à des choses qui sont non seulement stériles, mais qui aboutissent à ce qu'on ne veut pas voir la réalité. Oui, c'était ça qu'on avait dans nos débats franco-français. Alors, cela ne peut marcher que pour une période transitoire. Mais le danger est que se constitue, et ça se constitue dans tous les pays, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, se constitue une pensée, si je puis dire, d'extrême gauche sectaire, avec une ligne très claire, avec des gens extrêmement prestigieux comme Joseph Stiglitz, et que de l'autre côté, on soit un petit peu faible. Donc là, le danger est réel, mais il me semble que sur ce sujet, c'est en mangeant le gâteau qu'on peut connaître son goût, pour tenter de traduire un idiome anglais, et que c'est le succès des réformes Macron qui permettra, si je puis dire, de contenir la montée de l'idéologie protectionniste, illibérale, d'extrême gauche et d'extrême droite, notamment qui, elles, sont en train de se former. Si le premier de cordée existe. On a 2 minutes avant de marquer une pause. Je vais vous poser la question, Gaspard Koenig, à propos justement du fameux objet social, là, parce que vous me dites que c'est le truc qui vous chiffonne, le fait qu'on réécrive. Alors c'est d'une subtilité. C'est pas libéral du tout. Non, mais c'est quand même fait. Le tandem Nota-Sénat a quand même fait un truc assez subtil avec l'idée de l'intérêt propre de l'entreprise qui est défini que par elle-même et pas par la loi, donc pas attaquable devant les tribunaux. Et puis vous avez vu que ça arrange pas mal d'entreprises, notamment Danone, qui bien sûr ça arrange plus tard que lorsque le débat est quasi tranché, car il l'est, émet ses social bonds. Il y a eu double demande, 300 millions d'euros levés contre 700 millions d'euros demandés pour des grands projets sur la nutrition et l'autonomie des populations. Ça vous chagrine la solution qu'on a trouvée à la fin? Écoutez, ça c'est un bon exemple du fait que comme il n'y a pas de doctrine, du coup ça part un peu dans tous les sens, que parfois vous avez une réforme libérale et que parfois vous avez une réforme complètement illibérale comme celle-ci, qui est inspirée on sait d'où ça vient de la revue Esprit, c'est démocrate chrétien, c'est le modèle du capitalisme rénan, et c'est l'idée que, on parlait de la famille, c'est exactement pareil, c'est l'idée que l'entreprise n'est pas une simple relation contractuelle entre des gens qui prennent des risques ensemble, comme c'est jusque-là la définition du Code civil, mais que l'entreprise doit participer d'elle-même au bien commun, indépendamment des régulations démocratiques qui, elles, sont censées s'en occuper. Donc c'est d'un côté un aveu d'échec de l'État qui dit moi finalement je sais pas faire l'environnemental et social, donc je laisse en entreprise. Moi j'ai beaucoup de choses à dire contre l'État, mais je préfère être régulé par des gens élus que par des marchands de yaourt, si je puis me permettre. Et deuxièmement, ça renforce le capitalisme de connivence. Parce que ça permet quoi? Ça permet au conseil d'administration et aux dirigeants de rester dans la collusion
bien connu, bien démontré d'ailleurs par les papiers de Tesmar en France, où chacun se refile des postes dans les différents conseils, où c'est très endogamique, et où finalement on est bien content d'écraser les actionnaires en disant « Ah bah oui, mais ça vous comprenez pas, ça c'est l'intérêt propre ». C'est un peu comme le politique qui dit « Mais ça, vous comprenez pas, c'est l'intérêt général, ça vous dépasse ». Donc c'est le supérieur à la somme des intérêts particuliers, naturellement. Et qui peut éclairer cette différence entre la somme des intérêts particuliers et l'intérêt général? Une sorte de mystique qui sera d'un côté l'intérêt propre qui sera maintenant l'intérêt propre de l'entreprise et qui permettra au conseil d'administration de dire écoutez, vous comprenez rien. Ça permettra aux dirigeants de s'approprier les entreprises, alors que ce ne sont que des salariés. Ça n'ira pas dans le sens d'ailleurs de la baisse des salaires des managers, parce que pour baisser les salaires des managers, encore faut-il redonner du pouvoir aux actionnaires, et ça va permettre aux insoumis de dire il faut par la loi ramener les salaires de proportion de 1 à 20, etc. Donc, et ça va favoriser les gros qui vont pouvoir faire des beaux rapports sur papier glacé de responsabilité sociale et environnementale, tandis que les petits qui, eux, essayent simplement de vivre et de s'emparer de marché, n'auront pas la possibilité de faire tout ça. Et on va dire à ceux qui véritablement créent service à la société parce qu'ils inventent des nouveaux produits et parce qu'ils innovent, ah mais dites donc, vous n'avez pas pris en compte l'intérêt social. Finalement, votre entreprise, elle n'est pas en train de détruire des emplois chez les rentiers déjà établis. Ah mais ça, c'est pas très social, voyez-vous. Donc bon. J'adore la façon dont vous le dites. Et d'ailleurs, Augustin Landier soulignait que c'était principalement une arme au service des managers pour se défendre de leurs actionnaires. Alors, je vais forcément quand même demander leur avis à Sylvain Aribi et Eric Chanel là-dessus, avant d'évoquer ce qui se passe autour des GAFA que l'on veut taxer, ou de Facebook qui traverse probablement sa vraie crise, sa première vraie crise. À tout de suite.